Oui, monsieur, je nettoie simplement l'oreille du petit. Il est très propre, non? C'est pas une oreille, c'est un bijou. Pendant longtemps, personne ne sut exactement quand le geste avait commencé. Était-ce dès la naissance, quand le monde s'était présenté à lui sans le moindre bruit, comme un film muet aux couleurs trop vives? Ou était-ce plus tard, dans la solitude de sa chambre d'enfant, quand son cerveau avait compris, sans pouvoir le formuler, que quelque chose d'essentiel manquait à l'équation de sa vie? Toujours est-il que, dès l'âge de 3 ans, le petit garçon portait souvent sa main droite à son oreille. C'était un mouvement discret, presque imperceptible pour qui ne prêtait pas attention. Ses doigts fins appuyaient doucement sur le tragus, fermant le conduit auditif, puis relâchant la pression, comme s'il cherchait à actionner un mécanisme secret. Comme s'il espérait, au fond de lui, qu'un passage finirait par s'ouvrir, laissant entrer le torrent de vie dont il se sentait exclu. Ce geste, il le répétait sans s'en rendre compte, devenu une seconde nature. En jouant avec ses cubes en bois sur les tapis persans, en marchant dans les couloirs interminables du manoir, dont les murs semblaient absorber sa présence, en observant le monde à travers les immenses fenêtres de la bibliothèque, le front collé contre la vitre froide. Les médecins, nombreux et réputés, avaient noté ce comportement. Ils l'avaient consigné dans leurs dossiers épais, remplis de termes techniques latins et de courbes audiométriques plates. Mais aucun, dans sa superbe certitude scientifique, n'y avait vu autre chose qu'un simple réflexe stéréotypé, typique des enfants privés de stimulation sensorielle. Un tic nerveux, avait décrété le professeur Strauss de Vienne. Une habitude d'auto-apaisement, avait confirmé le spécialiste de Boston. Une conséquence psychologique de l'isolement, avaient conclu les autres. Rien de plus, une anomalie comportementale à ignorer. Personne, à ce moment-là, ne s'était demandé si ce geste pouvait être un message, une tentative, un appel. Char Hart était né dans le silence, un silence total, brutal, définitif, une mer d'huile sans la moindre vague sonore. À l'instant précis où il avait quitté le ventre de sa mère, dans la lumière crue de la salle d'accouchement, le monde aurait dû l'accueillir avec une symphonie de bruit. Mais pour lui, rien n'était venu. Pas même le son de son propre souffle. Les tests s'étaient enchaînés, rapides, urgents, silencieux eux aussi. On avait claqué des mains, on avait fait tinter des cloches. Rien, pas un sursaut. Et pendant que l'on examinait l'enfant, Catherine Hart, à quelques mètres de là, luttait pour sa propre survie. Oliver se souvenait encore du contraste absurde entre ces deux combats simultanés. Son fils, immobile, étrangement calme, sa femme, pâle, se vidant de son sang. Quand on lui avait annoncé la mort de sa femme, Oliver n'avait pas crié, il n'avait pas pleuré. Il était resté debout, figé comme une statue de sel. Quelques minutes plus tard, un autre médecin était venu, avec un autre visage grave. « Monsieur Hart, votre fils est atteint d'une surdité congénitale profonde. L'atteinte est totale. » Ce jour-là, Oliver Hart perdit sa femme et l'avenir qu'il avait imaginé pour son enfant. Dans les années qui suivirent, la maison Hart fut plongée dans une atmosphère irréelle. Le manoir devint un mausolée. Oliver passait ses nuits dans le bureau, travaillant sans relâche pour ne pas penser. Quant à Cha, il grandissait dans un cocon étrange, un monde sans son, mais rempli de regards inquiets. Oliver avait tout tenté, les meilleurs spécialistes, les voyages en Europe, mais à chaque retour, le verdict était le même. Il faudra apprendre à vivre avec. Alors, épuisé, Oliver finit par céder. Il interdit la musique dans la propriété. Il n'y avait aucune raison d'imposer un plaisir inaccessible à son fils. Peu à peu, le silence devint une règle stricte. C'est dans ce contexte que Victoria arriva. À 27 ans, elle n'avait jamais imaginé travailler dans un tel endroit. Elle avait répondu à une annonce pour payer les soins de sa grand-mère. Oliver Hart la reçut froidement. Pas de musique, pas de bruit inutile, le garçon est sourd, totalement. N'essayez pas de lui parler, ne lui donnez pas de faux espoirs. Mais dès qu'elle vit Cha, assis sur le tapis du salon, quelque chose changea en elle. Il n'était pas seulement sourd, il était seul, d'une solitude absolue. Et surtout, elle remarqua le geste, la main qui revenait toujours vers l'oreille droite, une pression brève, un relâchement. Au fil des semaines, Victoria devint une observatrice obsessionnelle. Elle remarqua des détails microscopiques.
La manière dont Cha réagissait aux vibrations. Lorsqu'un camion de livraison passait sur la route départementale, il levait légèrement la tête. Quand une porte lourde se refermait trop fort à l'étage du dessous, il fronçait les fronts. Ce n'était pas de l'audition, mais ce n'était pas rien non plus. Elle osa en parler à Oliver. « Vous savez combien de médecins ont examiné mon fils ?» demanda-t-il d'une voix glaciale. « Je ne vous paie pas pour remettre en question 8 ans de diagnostic. » Mais Victoria, têtue, ne lâcha pas. Le tournant eut lieu un mardi, dans la bibliothèque. Elle fit asseoir Cha en face d'elle, à la grande table en chêne. Elle tapa une seule fois, fort, du plat de la main. Le bois trembla imperceptiblement. Cha ne sursauta pas au bruit, mais ses yeux se déplacèrent immédiatement vers la main de Victoria. Il avait senti la vibration dans ses coudes posés sur la table. Victoria retint son souffle. Elle recommença. 2 coups, rapides. Tac, tac. Cette fois, Cha posa sa propre main sur la table. Il ferma les yeux. Il porta sa main libre à son oreille, appuyant fort. Le même geste. Puis il rouvrit les yeux. Son regard était présent, intense, vivant. Lentement, maladroitement, il leva sa main et frappa la table à son tour. 2 coups. Tac, tac. Ce soir-là, Victoria n'attendit pas le lendemain. Elle montra la vidéo qu'elle avait filmée à Oliver. Il regarda la vidéo 1 fois, 2 fois, 3 fois. Le masque de l'homme d'affaires se fissura. « C'est impossible », murmura-t-il. « Ses oreilles sont mortes, monsieur Hart », dit doucement Victoria. « Pas son cerveau. Il entend par le toucher, et il essaie de nous le dire depuis des années. » Le lendemain, Oliver fit venir une équipe de spécialistes en acoustique et neurologie sensorielle. Les tests durèrent 3 jours. Les résultats furent sans appel. Cha possédait une hypersensibilité rare aux vibrations. Son cerveau avait recablé les zones auditives pour interpréter les signaux tactiles comme des sons. Le diagnostic initial n'était pas faux, mais il était incomplet, tragiquement incomplet. Oliver Hart réalisa alors l'ampleur du gâchis. 8 ans de silence imposé, 8 ans à ignorer les tentatives de son fils. La révélation aurait dû être une fête. Elle fut le début d'une guerre. Le système médical et social n'aime pas avoir tort. Quand Oliver, porté par la culpabilité et l'espoir, voulut changer radicalement l'éducation de Cha, les résistances furent immédiates. Il voulait intégrer des méthodes basées sur les vibrations, installer des caissons de basse, retirer les tapis isolants, mais les services sociaux s'en mêlèrent, alertés par un ancien médecin de la famille, vexé d'avoir été contredit par une simple nounou. On accusa Oliver de mise en danger psychologique. On prétendit que Victoria, sans diplôme médical, jouait aux apprentis sorciers avec un enfant handicapé vulnérable. « Vous projetez vos fantasmes sur cet enfant, monsieur Hart. Il a besoin de stabilité, pas d'expérience », dirent les rapports. Une audience fut fixée. La menace de retirer la garde de Cha plantait au-dessus du manoir comme un orage noir. Le jour du tribunal, l'ambiance était glaciale. L'avocat des services sociaux dépeignit Oliver comme un père désespéré, aveuglé par le deuil, et Victoria comme une manipulatrice profitant de la faiblesse d'une famille riche. « Cet enfant est sourd profond », asséna l'avocat. « Lui faire croire qu'il peut communiquer par des vibrations est une cruauté mentale. Vous le torturez avec de l'espoir. » Oliver se leva à la barre. Il était calme, trop calme. Il avait perdu sa femme, il avait failli perdre son fils dans le silence, il ne perdrait pas cette bataille. « Je ne demande pas à la cour de me croire sur parole, » dit-il d'une voix qui portait jusqu'au fond de la salle. « Je demande à la cour de regarder. » Il fit un signe de tête à Victoria. Elle s'approcha de Cha, qui était assis, l'air perdu, au milieu de cette grande salle intimidante aux boiseries sombres. Elle ne le toucha pas, elle ne lui fit pas de signe. Elle se plaça à quelques mètres de lui, sur le vieux parquet en bois de la salle d'audience, qui, elle le savait, était un excellent conducteur. Elle ferma les yeux une seconde, puis tapa du pied. Un rythme complexe, syncopé. Boum, 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 boum. Le sol résonna sourdement. Toute la salle retint son souffle, attendant l'échec. Cha, qui regardait ses chaussures, se figea. Il leva lentement la tête. Il chercha la source. Il croisa le regard de Victoria. Il sourit, ce sourire qui avait fait pleurer Oliver la première fois. Il descendit de sa chaise, il s'agenouilla sur le parquet, il posa ses mains à plat sur le bois verni. Il attendit. Victoria recommença. Boum, 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 boum. Cha ferma les yeux, savourant la vibration qui remontait dans ses bras, traversait ses épaules, atteignait sa colonne vertébrale. Puis, de sa main ouverte, il frappa le sol.
Boum, 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 parfaitement en rythme, sans hésitation. La salle murmura, mais ce n'était pas fini. Chat se releva, il marcha vers son père qui s'était approché de la barre. Il tendit la main et la posa sur la gorge d'Oliver, juste au-dessus des cordes vocales. C'était un geste qu'ils avaient pratiqué en secret ces dernières semaines. Oliver comprit. Il posa sa propre main sur la gorge de son fils. Chat ouvrit la bouche. Il contracta ses abdominaux comme Victoria l'avait appris et il poussa un son. Ce n'était pas un mot, c'était une voyelle pure. Un son grave, puissant, qui venait du ventre, une note tenue qui fit vibrer l'air de la salle d'audience. Ah! Chat sentait la vibration dans sa propre gorge et il sentait la même vibration sous sa main, dans la gorge de son père qui instinctivement harmonisait avec lui. Il n'y avait plus de tic, il n'y avait plus de réflexe, il y avait une voix. Et il y avait un père et un fils connectés par la vibration de la vie, prouvant au monde entier qu'ils s'entendaient enfin. Le juge, ému aux larmes, rejeta toutes les demandes des services sociaux. Il ordonna que le protocole éducatif soit laissé à la discrétion du père. En sortant du tribunal, Oliver Hart pleurait. Pour la première fois depuis la mort de Catherine, ses larmes n'étaient pas celles de désespoir, mais de libération. Le manoir Hart changea du tout au tout dans les mois qui suivirent. Les tapis épais furent retirés pour laisser le bois nu transmettre les pas et les sons. Un immense piano à queue fut installé dans le salon, les pieds posés directement sur le sol sans isolant. Des enceintes puissantes furent placées dans la chambre de chat. Le manoir vibrait, il vivait, il n'était plus un tombeau silencieux. Victoria ne partit jamais, elle ne pouvait plus partir. Elle devint bien plus qu'une employée, elle devint le pont entre chat et le reste du monde. Oliver Hart utilisa sa fortune pour créer la fondation Catherine Hart, dédiée à la recherche sur les perceptions sensorielles atypiques. Il finança des écoles, des laboratoires, pour que plus aucun enfant ne soit enfermé dans un diagnostic incomplet. Chat ne devint jamais un enfant comme les autres. Il ne parlait pas de mots fluides, la langue orale restant trop abstraite pour lui, mais il communiquait avec une précision émotionnelle qui dépassait le langage verbal. Des années plus tard, devenu jeune homme, on le trouvait souvent assis devant le grand piano. Il ne jouait pas de mélodies classiques, il plaquait des accords graves, puissants, et laissait la résonance envahir la pièce, son corps et les murs du manoir. Et parfois, au milieu d'un accord particulièrement profond, il portait encore sa main à son oreille droite, non plus pour chercher une porte fermée, mais pour remercier le monde d'avoir été assez fort pour qu'il puisse répondre. Oliver, le regardant depuis l'embrasure de la porte, savait désormais que le silence n'était pas une absence, c'était simplement une fréquence que les autres avaient oublié d'écouter. Et grâce à une jeune femme qui avait osé croire dans un geste insignifiant, ils avaient enfin trouvé la bonne station.